Dans les précédents modules, nous avons vu toute la chaîne de ventilation en partant de la ville jusqu'à l'irrigation à l'intérieur des bâtiments. Le principe de fonctionnement en ventilation naturelle traversante a parfois ses limites. D'une part, les pertes de charge aérolique seront trop importantes dans de grands espaces bâtis. D'autre part, le régime de vent n'étant pas constant en direction, le fonctionnement en traversant est moins efficace. On peut s'affranchir de tout cela en fonctionnant avec des puits ou des cheminées dépressionnaires, c'est ce que nous allons voir dans ce module. Nous sommes ici au laboratoire d'aérolique de l'école d'ingénieurs de Les-Irois et Benoît va nous expliquer comment fonctionne l'architecture autour d'un puits dépressionnaire. Salut Benoît. Bonjour Simon. Eh bien, l'architecture en puits dépressionnaire repose sur une stratégie de ventilation qui est gérée autour de cheminées, de patios, de cours intérieurs. L'admission d'air se fait depuis les façades vers le puits dépressionnaire, qui est la pompe, le véritable moteur de fonctionnement de cette installation. Il faut juste s'assurer de certaines choses, c'est que l'émergence du puits dépressionnaire soit suffisante autour du bâtiment pour qu'elle assure vraiment son rôle de moteur de ventilation. Et comment ça se passe d'un point de vue dimensionnement sur les façades, sur l'émergence, sur les surfaces ouvrables? Comment vous dimensionnez? Alors en architecture, on va dire qu'il faut que la surface du puits dépressionnaire fasse à peu près 20% de la surface au sol du bâtiment. C'est ce qui permet de dimensionner et d'avoir quelque chose de proportionné. Pour autant, il faut s'assurer que tout ce qui est en entrée d'air, les surfaces d'entrée d'air, les surfaces entre les pièces et le puits dépressionnaire soient égales à la surface du puits dépressionnaire. Et quels sont les avantages d'une architecture en puits dépressionnaire? Alors, la ventilation puits dépressionnaire fonctionne de façon identique à celle de l'irrigation traversante. On va avoir les mêmes niveaux de vitesse. L'avantage du puits dépressionnaire, c'est qu'il va pouvoir s'installer dans des milieux urbains denses. C'est-à-dire que l'autre moteur étant sur la toiture, c'est le vrai moteur, c'est ce qui aspire l'air. Il faut s'assurer qu'on soit en émergence du bâtiment, on l'a dit tout à l'heure, mais en émergence aussi de la canopée autour du bâtiment qu'on est en train d'étudier. Alors, il va y avoir des avantages. On sait qu'on peut s'affranchir de l'orientation du vent, que le puits dépressionnaire va être efficace sous toutes les directions de vent, que ça permet d'avoir une atténuation des bruits acoustiques de la rue, par exemple. Mais aussi, il faut s'assurer de faire une protection à la pluie. Et donc, il y a différents dispositifs qui existent comme ça pour que notre puits dépressionnaire ne soit pas soumis aux fortes pluies qu'on peut avoir. Merci beaucoup Benoît pour ces explications. Maintenant, rejoignons Olivier Brabant, architecte de la médiathèque de Saint-Leu. Salut Olivier. Salut Simon. Alors ici, on est en centre-ville de Saint-Leu. Toi et tes équipes, vous avez construit une médiathèque avec un fonctionnement un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors on est en centre-ville de Saint-Leu, on est au bord du lagon, dans un site extraordinaire qui est bien ventilé. Et c'était très important pour espérer pouvoir faire un bâtiment un peu différent et faire un bâtiment bioclimatique, c'est-à-dire qu'il puisse se passer de climatisation. C'était un des objectifs de la commune pour le projet et c'est un objectif qu'on a essayé de tenir pendant tout le projet. Alors l'orientation on est sur un terrain qui est assez restreint et on a commencé déjà par travailler sur le paysage, sur le jardin justement. Alors le jardin il est petit mais il est très bien entretenu et surtout il a un rôle pour nous ça nous permet de gérer le traitement de l'eau parce qu'on sait qu'à Saint-Leu c'est compliqué le traitement de l'eau et ça nous permet aussi d'avoir un espace convivial très agréable et ça nous permet enfin de gérer un peu les poussières et le sable puisqu'on est à côté de la plage. Alors concernant le bâtiment lui-même, il a une architecture très particulière. Une médiathèque, c'est assez simple finalement, c'est des plateaux successifs, vides, ouverts en tout cas, peu cloisonnés, voire pas cloisonnés d'ailleurs du tout. Et ce qui nous permet à nous, grâce à ce programme, de pouvoir imaginer une ventilation performante, parce que l'objectif c'est le confort évidemment des utilisateurs à l'intérieur de la médiathèque. Donc pour ça, on a utilisé tout ce qu'on a testé et imaginé depuis quelques années quand même à La Réunion sur les bâtiments bioclimatiques, c'est-à-dire qu'il faut d'une part que la toiture soit isolée, c'est le point de départ. Il faut que les façades prennent le moins possible de soleil, qu'elles soient le plus froides possible, ça c'est très important, donc des protections solaires. Et il faut également qu'on ait une surventilation, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un maximum d'air qui circule à travers le bâtiment et en même temps qu'on ait de l'air qui puisse s'échapper par l'intermédiaire de cheminées, de puits, des copes, tout un tas de systèmes qu'on verra un peu plus tard. Mais le point de départ, c'est d'avoir ces trois systèmes. Et pour mettre au point ces trois systèmes, on a développé une architecture de bois. C'est un matériau extraordinaire, le bois, un des rares matériaux d'ailleurs qui puisse résister en front de mer aussi.
un matériau bas carbone rare à La Réunion. Le bois qu'on a utilisé est du matériau importé, mais on a essayé de minimiser le bois. C'est une architecture particulière en fait, avec un exosquelette à l'extérieur, qui nous a permis en fait de minimiser la structure à l'intérieur. On a été économe. En fait, ce projet, il est économe. Il est économe, bien sûr, sur le fait qu'on n'utilise pas la climatisation, mais il est aussi économe en termes de matière. On a essayé d'en mettre le moins possible. Les planchers sont en bois, la structure est en bois. C'est la seule chose qui résiste à 50 mètres de la mer. Et c'était le point de départ du projet, ça a été ça. Et pour résumer, est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de tous les points clés de cette conception particulière du bâtiment ? Le point de départ, c'est la gestion du jardin périphérique. Ça, c'est indispensable. Après, sur les façades, en fonction de l'orientation, on a des protections solaires différenciées, avec des profondeurs de façade différentes, justement pour se protéger du soleil. Et enfin, à l'intérieur, on a une porosité maximum, en fait, une surventilation en fait, du bâtiment, qui est aidée par des systèmes en fait, de puits et de cheminées intérieures qui nous permettent d'évacuer en fait, la surchauffe potentielle du bâtiment. Ok, bon, allons voir ça à l'intérieur ? Allons-y. Donc on est à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le circuit aérolique interne ? Oui, pour expliquer l'intérieur, il faut que je parte de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on a la structure à l'extérieur qui est décalée de la façade étant en recul le plus possible pour se protéger du soleil. On a une porosité maximum avec les jalousies, que tu vois là. Et puis le chemin de l'air, après, passe à l'intérieur du bâtiment, est aidé par des systèmes de brasseurs d'air partout sur le plateau qui nous permettent d'abaisser la température ressentie grâce à la vitesse d'air qu'on va créer avec ce brasseur d'air. Et puis la suite, c'est la sortie, l'extraction par le puits cheminée ECOP qu'on voit ici. Donc c'est là qu'on va évacuer toutes les surcharges thermiques. Tout à fait, c'est le principe même, c'est la cheminée. Il y en a 3 répartis de manière assez précise sur le bâtiment, au cœur du bâtiment. Alors on est maintenant en toiture. On voit de magnifiques ECOP. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, on est au cœur du système maintenant. Là, on a traité les façades. On a démontré qu'on avait une porosité maximum sur les façades. Donc on fait rentrer de l'air à l'intérieur du bâtiment. Mais faire rentrer de l'air, ça ne suffit pas. Il faut forcément qu'on l'aide à sortir pour créer le petit mètre seconde ou les 2 mètres secondes qui nous intéressent pour créer du confort à l'intérieur du bâtiment. Et donc on a positionné au milieu du bâtiment, à des endroits stratégiques qui ont été validés par le laboratoire Eiffel en un passage en soufflerie de la maquette du projet. On a des ECOP de ce type ici ou de celle-là derrière moi qui permettent en fait d'avoir une pompe à l'intérieur du bâtiment et qui nous permettent d'extracter de l'air. L'air rentre par l'extérieur et est extracté par l'intérieur. C'est un système de cheminée à la fois très simple et relativement complexe à mettre en place parce que le dimensionnement est très précis. Et quand il n'y a pas de vent, comment tu arrives à recréer des vitesses d'air sur les usagers ? La vitesse d'air, en fait, elle est créée par la dépression créée par la cheminée. Donc c'est celle-là qui va créer cette vitesse d'air. Et en plus, dans les moments où effectivement on a peut-être un peu moins de dépression, on est aussi aidé dans le balayage par des brasseurs d'air, puisque tout le bâtiment, tous les plateaux en fait, sont alimentés par des brasseurs d'air et il y en a en grand nombre. Merci Olivier pour tes explications. Merci à toi Simon, avec plaisir. D'autres bâtiments fonctionnant avec ce principe de puits ou de cheminée dépressionnaire existent partout dans le monde. On peut citer l'exemple du musée Djibaou en Nouvelle-Calédonie ou encore l'amphithéâtre du Moufia à La Réunion. Le fonctionnement en ventilation naturelle est un élément fondamental pour la conception bioclimatique de bâtiments en climat tropical. Une stratégie à différentes échelles est nécessaire afin que les courants de ventilation soient réellement effectifs à l'intérieur d'un bâtiment. Partons maintenant à Mayotte à la rencontre d'un architecte qui va nous présenter un tout nouveau bâtiment exemplaire, le collège de Boigny.